le cours. Alors, il fallait qu'on termine le cours. Je vous ai distribué un document, on l'utilisera quand on aura terminé le cours sur le discours pour la deuxième séquence sur la représentation. J'avais juste quelques interrogations pour vous. Est-ce que vous êtes concerné, je suis désolé de vous poser cette question, elle va vous paraître sans doute ridicule, mais est-ce que vous êtes concerné ou non par l'exercice de prépa-bac ou des choses de ce type-là? Donc c'est le 25 pour vous, c'est ça? Le 30, d'accord. Et vous passez aussi HLP? D'accord, donc 2 heures d'HLP, d'accord. Quel est votre professeur en HLP en lettres? Allez, d'accord. Je vais être sûr que ce soit la bonne personne. D'accord, très bien. Bon, bah, il faut qu'on se décide alors à mettre en place un sujet. Vous connaissez les modalités méthodologiques? Pas du tout. En lettres, vous connaissez? On vous a expliqué peut-être? Non. En littérature, oui. Bon, bah, en philosophie, c'est la même chose. Est-ce que vous avez regardé les entre guillemets, annales? À quoi ça ressemblait? Non. Bon, en fait, là, ce que j'ai fait, le texte que j'ai imprimé, c'est une espèce. Enfin, la question qui est posée sur le texte que je vous ai donné peut ressembler à une question qu'on vous posera sur un texte le jour du baccalauréat. Enfin, j'imagine bien sûr, puisqu'il n'y a eu qu'une seule année pour l'instant, mais c'est ce type de questions qui sont posées. Alors, en fait, dans la premier semestre, donc c'était toutes les questions autour du discours, hein, vous l'aurez compris. Donc, je vais juste terminer ce petit chapitre là, sur le pouvoir du discours. Et dans le deuxième semestre, on est sur la notion de la représentation. Alors, c'est un peu bizarre, si vous voulez, pour quelqu'un qui fait de la philosophie, de se dire qu'on parlera de la représentation, notamment à l'époque moderne, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais normalement, donc, premier semestre, c'était Antiquité Moyen-Âge, pour parler du discours. Alors, le discours au Moyen-Âge, déjà, en philosophie, bon, je ne dis pas qu'il n'y a rien dessus, mais bon, c'est quand même pas la période la plus foisonnante. Et, et avec des espèces d'idées qui auraient des textes échos, donc ça c'est encore un bon terme du ministère, un texte écho, donc c'est un grand mot qui ne veut rien dire, ou qui, enfin, vous savez, un écho par définition, c'est pas quelque chose de substantiel, hein, c'est juste je sais même pas comment, enfin, bref. Donc disons que ça c'était le premier semestre, et le deuxième semestre, la représentation à l'époque moderne, enfin, philosophie moderne, Renaissance, Lumière, et donc il y a en réalité dans cette période-là des questions très abstraites qui portent en philosophie sur la question de la représentation. Et j'ai donc consulté le manuel et j'ai vu que, par chance, en quelque sorte, ces questions-là n'étaient pas creusées, fondamentalement abordées. C'était des questions que je ne qualifierais pas de plus superficielles, mais qui ont plutôt trait à la culture ou à la politique. Donc ça devrait être relativement, je dis bien, simple. Bon bref, mais avant de nous épancher sur la question de la représentation, il va falloir que je vous dicte encore un tout petit peu de trucs, si ça ne vous dérange pas. Et on va terminer ce petit chapitre sur le discours. Bon, l'appel, je vous dis, on va attendre de voir si votre camarade arrive pour le valider. On va terminer ce petit chapitre sur le discours politique. Alors comment j'avais intitulé le grand 2 déjà? Excusez-moi. Ah oui, la nécessité de recourir au discours dans l'exercice du pouvoir politique. Oui, donc vous avez vu, en fait, ce que vous avez vu avec Monsieur Moulot, c'était les textes de l'Antiquité, hein, chez Platon. Donc avec moi, on a fait les textes échos, entre guillemets, avec Michel Foucault. Ça marchait pas trop mal dans l'idée du discours politique. Donc bon, maintenant, ok, on y va. Vous allez pouvoir noter. Bon, on va faire assez vite, vous inquiétez pas, ce sera pas trop long. Le pouvoir politique ne peut s'exercer en s'appuyant sur l'usage de la simple raison. Le pouvoir politique ne peut s'exercer en s'appuyant sur l'usage de la simple raison. Point. Il doit se justifier à travers un discours. Il doit se justifier à travers un discours
Il doit se justifier à travers un discours. Supposer le légitimer, donc lui donner une légitimité. Il doit se justifier à travers un discours. Supposer le légitimer. Point. Alors, il y a une littérature très importante là-dessus en philosophie politique. On va pas développer tout dans le détail, mais je vais vous donner quand même quelques indications. Alors, le discours politique permet au prince, donc le prince c'est le mot générique pour parler du gouvernement, de la personne au pouvoir. Le discours politique permet au prince de se parer d'apparence, qui donne de lui une représentation, ça fera une espèce de transition, qui donne de lui une représentation à laquelle la société croit qu'il est sage d'obéir. À laquelle la société croit qu'il est sage d'obéir. Point. Cependant, cela ne signifie pas qu'il est véritablement sage d'y obéir. Cependant, cela ne signifie pas qu'il est véritablement sage d'y obéir. Tout ça, comme vous avez du temps, vous regarderez ça chez vous. Point à la ligne. Machiavel, d'où vient bien sûr le qualificatif machiavélique. Machiavel, dans Le Prince, ce que je vous dis, c'est du classique au classique, vous le reverrez l'année prochaine, sans doute dans un cours sur la politique. Machiavel, dans Le Prince, remarque que l'homme d'État virgule, s'il veut exercer son pouvoir sans être inquiété, Machiavel, dans Le Prince, remarque que l'homme d'État, s'il veut exercer son pouvoir sans être inquiété, doit agir en homme cruel et autoritaire, tout en donnant l'impression d'être compatissant et vertueux. Voilà. En d'autres termes, ce que dit le prince ne correspond pas à ce qu'il fait.
En d'autres termes, ce que dit le prince ne correspond pas à ce qu'il fait. En d'autres termes, ce que dit le prince ne correspond pas à ce qu'il fait. Point. Le plus important pour lui est que le peuple croit ce qu'il dit sans se préoccuper de ce qu'il fait. Le plus important pour lui est que le peuple croit ce qu'il dit sans se préoccuper de ce qu'il fait. Voilà, je vais expliquer ça rapidement quand même. Le plus important pour lui est que le peuple croit en ce qu'il dit sans se préoccuper de ce qu'il fait. Voilà, alors arrêtez d'écrire un instant. Alors, comme tout bon discours comprend toujours une partie de storytelling, même si je trouve ça, moi, assez insupportable, je vais vous en faire un peu. Quand j'étais comme vous, élève au collège, et que mon professeur de philosophie nous a fait un cours sur la politique, eh bien, il n'a pas manqué de nous dire qu'il y avait un livre de chevet que tous les hommes politiques de tous bords avaient en commun, que ce soit Louis XIV, Napoléon, François Mitterrand, Adolf Hitler, le général de Gaulle, Staline, enfin, tous ces hommes de pouvoir. Emmanuel Macron, je ne sais pas, parce que peut-être, je ne sais pas si c'est lire autre chose que des bouquins de développement personnel et de management, mais faisons l'hypothèse qu'il l'ait aussi à son chevet. Ce livre-là, c'était Le Prince. Parce que Le Prince, c'est une espèce de mode d'emploi intemporel de la manière dont les hommes d'État doivent gouverner. Et les préceptes de Machiavel sont très simples en réalité. Vous devez, si vous gouvernez, donner l'apparence d'être quelqu'un de vertueux à travers vos comportements et à travers surtout votre communication, bien sûr. Et bien sûr, vous ne devez pas vous-même être vertueux, sinon votre pouvoir est lui-même menacé. Et bien sûr, si vous écoutez la communication de n'importe quelle politique, même celle d'Adolf Hitler, cette communication, elle est totalement axée vers la vertu. L'homme politique agit pour le bien commun, pour le bien de la société. Enfin, dans son discours, il dit qu'il agit pour le bien de la société. Et puis, dans les faits, il se passe tout autre chose. Et alors, évidemment, s'il fallait faire une digression, et comme on a le temps, on va quand même la faire, vous vous apercevrez que c'est quelque chose qui a presque atteint son paroxysme aujourd'hui avec le développement de plusieurs choses, alors que la langue de bois, bien sûr, hein, mais pas seulement la langue de bois, aussi tous ces concepts managériaux et de développement personnel. On arrive à habiller sous le nom de mots très très positifs des choses extrêmement négatives pour masquer le réel ou pour faire en sorte qu'il ne soit pas compris en tant que ce qu'il est. Tenez, je vous donne plusieurs exemples. Aujourd'hui, par exemple, pour parler de champ de bataille, on parle de théâtre des opérations. Voilà. C'est vrai que dans un théâtre, comme les personnages mis en scène sont fictifs, eh bien, quand on meurt, c'est pas pour de vrai. Alors que sur un champ de bataille, quand on meurt, on est mort, en fait. Par définition, évidemment. On parle, oui, alors, je sais pas, il y a beaucoup d'éléments comme ça de langue de bois qui peuvent être rapportés. Mais je peux vous donner un exemple qui est peut-être encore plus frappant et amusant. Il y a une étude qui est parue il y a une dizaine d'années en sociologie du management. Et alors, on s'est aperçu que le vocabulaire employé dans les manuels de gestion avait radicalement changé entre les années 60 et les années 2000. 60-70, 2000-2010. Alors, allez, je vais vous faire jouer à un jeu. Celui qui trouve la bonne réponse aura droit à, je sais pas, quelque chose. À votre avis, quel était le mot le plus employé dans les manuels de gestion? Alors, pour ceux qui sont nés dans les années 2010 comme vous, dans les manuels de management, parce que vous ne connaissez peut-être pas le mot gestion, management c'est un anglicisme bien sûr.
quel était le mot le plus employé dans les manuels de gestion, à votre avis, dans les années 60? Allez, le mot le plus employé. Essayez, n'ayez pas peur. C'est un jeu amusant. Quel mot vous pouvez utiliser le plus dans les manuels de gestion? N'ayez crainte. Faites preuve un peu d'imagination. C'est une faculté très importante en philosophie, vous savez. Balancez un mot, n'ayez pas peur. De quoi peuvent parler les manuels de gestion, puisqu'ils parlent d'entreprise? Argent, t'as dit? Non, c'est pas argent. On est dans les années 60. Je te rappelle qu'il y a quand même le Parti communiste et tout. Mais allez, faites un effort! Moi, je n'avance pas dans le cours si vous ne proposez pas un mot. Non, mais arrêtez d'être timide. Oh là là, c'est pas possible. Bon, écoutez, je vais interroger quelqu'un au hasard. Je vais désigner un volontaire. J'adore ce processus de désignation des volontaires. Ok, alors dites-moi stop. Stop, d'accord, donc là ça nous amène, hop, ici à Massard Lucille. Qui est-elle? C'est vous? C'est vous? Alors, Massard Lucille, à votre avis, quel était le mot le plus employé dans les manuels de gestion dans les années 60? N'ayez crainte. Mise en commun, oh là vous êtes très optimiste. Peut-être c'est vrai que dans certains manuels de propagande soviétique, c'était ce qui était utilisé, mais non, c'était pas mise en commun. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a dans les entreprises? Qu'est-ce qu'il y a dans les entreprises? Il y a des... Ah oui, non mais là, mais... vous avez raison, mais pas vous êtes bien naïve. Le mot ouvrier, c'est pas un mot qu'utilisent les managers. Ils préfèrent le mot salarié, employé, ou aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils diraient? Homme responsable. Une idée, elle a une dernière idée. Mais allez, bougez-vous là! J'ai l'impression d'avoir en face de moi une bande de gens complètement amorphes. Oh, bon, écoutez, je vais vous donner la réponse, mais pour la deuxième, vous avez intérêt à vous bouger. Le mot qui était employé, le plus employé, c'était le mot hiérarchie. Bon, la hiérarchie, c'est l'idée selon laquelle il y a quelqu'un qui est à la tête de l'entreprise et puis des subordonnés, enfin différentes couches de subordonnés, avec des rapports d'obéissance et de pouvoir à l'intérieur de l'entreprise. Alors, à votre avis, quel est le mot qui, aujourd'hui, là, vous devez le trouver, je vous donnerai des indices si vous ne trouvez pas, quel est le mot qui, aujourd'hui, se retrouve le plus dans les manuels de management? Là, et vraiment, il n'est pas difficile, celui-là. Oui? Ça aurait pu être ça, mais c'est pas ça. C'est vrai que ça aurait pu. Et encore une tentative avant que je donne un indice. Mais réfléchissez. Oh! Oh! C'est pas possible. J'ai jamais vu ça. Je vous donne un indice. Oui, oui, vous l'avez. Et donc, c'est le mot? Oui, c'est ça, tu l'as. Le mot projet, exactement. Voilà. Oui, c'est le mot projet. Alors, bien, oui, parce que c'était, je mimais le discours. Oui, avec bien sûr un talent très discutable. Bon, oui, le mot projet. Alors ça, c'est intéressant de le remarquer parce que la conclusion de l'étude, en fait, c'est de dire que la hiérarchie n'a pas disparu des entreprises. Je veux dire, elle n'a pas réellement disparu des entreprises. Alors que bon, on la nomme plus. On la nomme plus et on ne la nomme que pour la désigner négativement maintenant. On parle plutôt d'horizontalité, tous ces trucs-là. Bon, alors moi je veux bien que les entreprises soient horizontales, mais dans les entreprises il y a quand même des. Alors ça dépend des entreprises, mais bon, dans les grandes entreprises il y a quand même un PDG, des actionnaires, des gens qui obéissent, des managers, et puis des ouvriers, comme vous l'avez bien dit. Bon, la hiérarchie n'a pas disparu des entreprises, mais elle a disparu du vocabulaire managérial. C'est-à-dire que, en ne nommant plus les choses, on ne les rend plus conscientes. On les rend plus conscientes à l'esprit. Et cette idée-là selon laquelle ne pas nommer les choses permet de modifier la représentation qu'on a de la réalité sans pour autant nécessairement altérer la réalité telle qu'elle est, mais permet de rendre peut-être plus supportable la réalité, ou permet d'empêcher, même pire, de penser la réalité. Cette idée-là, qui est en filigrane chez Machiavel, mais qui n'est pas exprimée clairement, apparaît chez un philosophe, chez un romancier du XXe siècle, qui est bien sûr George Orwell. Je ne
sais pas si vous avez déjà lu 1984. Ça vous dit quelque chose, ça? Merveilleux. Vous connaissez. Donc, 1984. Alors, ce qui est intéressant dans 1984, plus que le roman lui-même, qui est très dur à lire, je ne suis jamais arrivé au bout de ce truc-là, je trouve ça trop dur. Mais ce qui est intéressant, c'est l'appendice du roman. Alors, vous savez que dans l'appendice, Orwell a écrit une espèce de discours sur le novlangue, ou la novlangue. Bon, écoutez, alors, normalement c'était le novlangue, mais je ne sais pas si... Alors, ça a été dans la nouvelle traduction, peut-être que vous, comme vous êtes né il n'y a pas très longtemps, vous avez eu uniquement la nouvelle traduction, mais la nouvelle traduction est parue il y a 1 ou 2 ans seulement. Ça a été traduit par néo-parler. Mais bon, vous savez, en philosophie, on a un attachement au vieux concept, alors on parle souvent de novlangue encore aujourd'hui. Et alors, l'idée d'Orwell, c'est que le parti politique qui est au pouvoir dans 1984 met en place une espèce de langage, de langue qui s'appelle le novlangue. Et le but du novlangue, c'est d'éliminer petit à petit tout un panel de concepts du vocabulaire, d'abord des partis politiques, ensuite de la presse et finalement des hommes communs, afin d'empêcher les gens de penser la réalité autrement qu'à travers les mots qui lui sont donnés par le parti politique totalitaire qui est au pouvoir. C'est-à-dire, évidemment, si on pense la réalité à travers les mots que véhicule une idéologie et l'incarnation de pouvoir politique, évidemment, on n'est pas libre de penser, vous comprenez. Donc, l'idée d'Orwell, c'est qu'en maîtrisant le discours, on maîtrise la liberté des individus, en maîtrisant les formes du discours. Bon, alors, l'exemple le plus connu que donne Orwell, l'exemple le plus notoire, c'est, voilà, par exemple, pour désigner que quelque chose est bon ou mauvais, on a toute une série de nuances. On peut dire c'est bon, c'est agréable, c'est détestable, etc., etc. Il y a beaucoup de mots qui permettent de désigner des nuances et qui permettent d'exprimer des idées relativement précises. L'idée du novlangue, c'est de dire, bon ben non, on va garder uniquement les mots positifs, déjà pour commencer, ça évitera de penser les choses en négatif, ça évite de penser de manière dialectique. Donc on va garder le mot bon pour désigner tout ce qui est bon. Et puis si une chose, on la considère mauvaise, on ne dira pas que c'est mauvais, on dira que c'est un bon. Et puis si une chose est très bonne, on ne dira pas que c'est très bon ou que c'est merveilleux, on dira que c'est plus bon. Plus bon. On peut dire que c'est plus un bon aussi, ou plus un bon. Voilà. Donc vous voyez, on modifie comme ça la structure du langage. Et il dit aussi, voilà, imaginez le mot liberté. On ne supprimera pas le mot libre, mais on approuviera son sens. On dira libre pour, la voie est libre, par exemple. Donc on peut passer librement dans un chemin, mais il ne s'agira plus de parler de liberté politique. Donc l'idée, c'est que comme ça, en maîtrisant la structure même du discours, on est capable de complètement maîtriser la structure des esprits. Et ainsi, le discours devient un véritable instrument de pouvoir. Alors, il est nécessaire parce que c'est par lui que les esprits peuvent consentir à l'exercice d'un pouvoir politique. Mais aussi, quelque part, il est un peu inquiétant, vous comprenez, puisque ce discours, au lieu de nous diriger vers la réalité, peut nous en détourner, voire nous en éloigner, voire complètement nous la masquer. Bon, voilà, je voulais juste vous expliquer ça. Bon, ça c'était vraiment une explication peut-être approfondie et capillotractée de ce que l'on pouvait, une extrapolation de ce que l'on pouvait tirer des idées de Machiavel. Bon, bref, point à la ligne. Vous pouvez noter. Si le discours est nécessaire au pouvoir politique, c'est parce que la politique est avant tout le champ des passions. C'est parce que la politique est avant tout le champ des passions. C'est avant tout parce que la politique, est le champ des passions. Ne vous inquiétez pas, on va expliquer tout ça. Point.
ces passions n'ont pas besoin d'être dominées par la raison. Ces passions n'ont pas besoin d'être dominées par la raison. Deux points. Ces passions n'ont pas besoin d'être dominées par la raison. Deux points. Elles peuvent parfaitement être dominées par d'autres passions. Point. Elles peuvent parfaitement être dominées par d'autres passions. Point. Donc là, on va venir un peu dans la philosophie contemporaine. Lordon, Frédéric Lordon, il est encore vivant. Oui. Lordon, dans Les affects de la politique, Lordon, dans Les affects de la politique, donc attention, parce que Lordon, c'est quelqu'un que Jean-Michel Blanquer qualifierait d'ultra-gauche. Oui. Ah bon, je vais expliquer. En fait, en affect, c'est quelque chose de passionnel. Quand vous subissez quelque chose, vous êtes affecté. Par exemple, si je me donne une claque, je suis affecté par la douleur. Oui. Et ça ne dépend pas de ma volonté. Ben, on est affecté généralement par nos désirs. Bon, là j'ai parlé de juste d'une perception, mais nous sommes affectés par nos désirs. C'est-à-dire que l'idée de Lordon, c'est que quand on désire quelque chose, on ne décide pas de désirer ce qu'on désire. C'est-à-dire qu'on désire quelque chose indépendamment d'une volonté qui réglerait les désirs. Donc, bon, la volonté peut ensuite, bien sûr, s'appliquer sur les désirs. On peut décider de ne pas vouloir, de renoncer à des désirs, mais ce n'est pas nous qui décidons de ce que nous désirons. Et donc, ces désirs nous affectent indépendamment de notre volonté, indépendamment de la raison. C'est pour ça qu'on parle d'affect. On est affecté comme par une puissance extérieure, en tout cas une puissance extérieure à notre volonté, à notre raison. Nous ne décidons pas de ce que nous désirons. C'est une vieille idée que Frédéric Lordon emprunte à un autre philosophe qui s'appelle Spinoza. Ok, donc Lordon, dans Les affects de la politique, considère que ce qui permet à un gouvernement de prendre le pouvoir, Lordon, dans Les affects de la politique, considère que ce qui permet à un gouvernement, alors on aurait pu dire un homme d'État aussi, un gouvernement de prendre le pouvoir, c'est sa capacité à réunir le plus gros affect commun. C'est sa capacité à réunir le plus gros affect commun. Point. Le discours dans sa dimension rhétorique, le discours dans sa dimension rhétorique, virgule émotionnelle, virgule, mais aussi corporelle. Vous avez vu, quand je vous ai mimé le truc, vous avez tout de suite compris. Le discours dans sa dimension rhétorique, émotionnelle, mais aussi corporelle, est l'instrument par lequel l'homme politique s'efforce de se rendre désirable. Et l'instrument par lequel l'homme politique s'efforce de se rendre désirable. Donc, dimension affective du discours. Point.
C'est la raison pour laquelle la plupart des discours politiques recourent à des éléments de langage. C'est la raison pour laquelle la plupart des discours politiques recourent à des éléments de langage, virgule, à des tournures sophistiques. C'est la raison pour laquelle la plupart des discours politiques recourent à des éléments de langage, virgule, à des tournures sophistiques qui ne résisteraient pas à une analyse philosophique rigoureuse. Point. Oui. C'est quoi en fait qui ne résisterait pas à une analyse philosophique rigoureuse? Point. La politique est le domaine de la persuasion par tous les moyens. La politique est le domaine de la persuasion par tous les moyens. Point. Il semble qu'ils doivent nécessairement en être ainsi. Il semble, c'est un peu pessimiste ce que je dis. Il semble qu'ils doivent nécessairement en être ainsi. Puisque la politique est gouvernée par des passions et non par la raison. Il semble qu'ils doivent nécessairement en être ainsi, puisque la politique est gouvernée par des passions et non par la raison. Voilà, vous allez pouvoir arrêter d'écrire. Juste dire 2-3 trucs, puis on passera à autre chose. Oui, amusez-vous à écouter, si vous avez vraiment du temps à perdre, des discours d'hommes politiques et vous vous apercevrez que non seulement la plupart des discours sont complètement vides, mais aussi qu'ils recourent à des éléments de langage qui sont fréquemment les mêmes. Souvent, on utilise le mot rassembler. Vous voyez, même le Front National a changé de nom pour s'appeler le Rassemblement National. On essaie de rassembler les Français autour de la nation, de la patrie, etc. On essaie de rassembler les Français autour de valeurs qui leur sont communes, voilà, des choses comme ça. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de rassembler? Parce qu'évidemment, l'homme politique a envie qu'on le plébiscite, a envie qu'on vote pour lui, et donc il a intérêt à rassembler des gens pour qu'on vote pour lui, vous comprenez. Et pour ce faire, on ratisse large, on ratisse très large. C'est la raison pour laquelle les partis politiques font du tapinage, si j'ose dire, à droite et à gauche dans tous les milieux sociaux et économiques afin de récolter des voix. Et puis dans les éléments de langage eux-mêmes, des exemples, on peut en donner à foison pour montrer que les discours politiques sont à la fois vides et ne font pas appel à quelque chose de rationnel. Bon allez, je vais vous en donner 2 ou 3. Quand Notre-Dame a pris feu, donc vous savez, les médias ont expliqué qu'il y avait une flèche qui datait du Moyen-Âge, alors qu'elle datait du 19e siècle. Passons. Du Moyen-Âge qui avait pris feu, et le Premier ministre, qui était à l'époque Édouard Philippe, avait tweeté en conséquence: il ne faut pas s'inquiéter, nous allons rebâtir une flèche adaptée aux enjeux de notre époque. Donc, essayons de comprendre ce que c'est qu'une flèche adaptée aux enjeux de notre époque. Vous avez 4 heures. Bon courage. Un truc amusant aussi, parce que là c'était un peu anecdotique, c'était juste pour montrer que ces gens-là ont tellement l'habitude de parler pour ne rien dire que finalement ils finissent par ne vraiment rien dire tout le temps quand ils parlent. Quand il y avait eu les élections européennes, la députée LREM qui était Nathalie Loiseau
avait donc le mot d'ordre de campagne, c'était voilà, votez pour moi, moi je suis la représentante des Français, et je sais pourquoi, parce que je sais que les Français veulent plus d'Europe. Et je m'étais amusé à l'époque des élections avec une classe de terminale scientifique. J'avais noté la phrase au tableau, les Français veulent plus d'Europe, et je leur avais dit, bon alors qu'est-ce que ça veut dire les Français veulent plus d'Europe? On avait passé environ 20 minutes là-dessus, et on avait trouvé environ 60 définitions différentes de les Français veulent plus d'Europe. Alors quand quelque chose veut dire 60 choses différentes, ça veut dire que ça ne veut rien dire. Voilà, donc c'est clair et net. Alors pourquoi est-ce que les hommes politiques recourent à ce type de formule? Eh bien pour toucher tout le monde, pour que tout le monde se sente concerné. Vous le comprenez bien. Après, dans les mots d'ordre de déformation du discours, là, par exemple, vous savez que il y a un mot qui est très fréquemment employé, qui est le mot sécurité. Alors, ce mot sécurité est employé parce qu'il vise à rassurer les gens qui sont visés par les lois ben, concernant justement la sécurité. Par exemple, vous n'êtes pas sans savoir que depuis, je crois qu'hier ou avant-hier, est passé un texte de loi qui autorisait le fichage des opinions religieuses, politiques et philosophiques de n'importe qui par la police. Hein. Bon alors, petite digression, mais autant vous le dire, si vous êtes musulman, il est sérieusement temps d'envisager une reconversion, hein, sinon bon, vous êtes déjà fiché. Si vous êtes favorable à la liberté, il est peut-être temps aussi de changer de position. Voilà, soyez plutôt favorable à la sécurité, sinon vous risquez d'avoir de gros problèmes. Bon, et cette loi qui est quand même extrêmement liberticide, extrêmement inquiétante, hein, je ne pense pas que les nazis l'auraient renié cette loi, hein, petit point Godwin, eh bien, elle se fait au nom de la sécurité, de la liberté des gens. Vous voyez, on habille cette espèce de loi extrêmement liberticide, peut-être pas tellement sécuritaire d'ailleurs, parce que si vous êtes fliqué sans arrêt par des gens qui peuvent vous menacer physiquement au motif de vos opinions, ben vous n'êtes pas forcément en sécurité non plus, vous comprenez? Eh bien, on habille ça avec des mots comme sécurité, liberté, voilà, et puis comme ça, pour faire croire aux gens qu'il s'agit bien de sécurité et de liberté, alors qu'en fait, il s'agit simplement comment dire, du déploiement d'une manifestation tyrannique, voilà. Mais que voulez-vous? Donc, vous voyez bien que le discours est très important dans le pouvoir politique parce que c'est par lui c'est à lui que les corps obéissent. Les gens obéissent à un discours, ils n'obéissent pas à des actes. C'est vraiment. Camus expliquait assez bien ça, mais finalement, il faut vraiment qu'on arrive à une situation dans laquelle il est insupportable de vivre pour que les consciences passent au-delà du discours pour se dire non, mais là, quoi que disent ces gens-là, c'est de la foutaise, si vous voulez. Il faut se révolter. Mais avant d'en arriver là, on se plie volontiers à tout un tas de discours qui permettent de faire obéir. C'est ce que j'avais donné un texte de Foucault sur cette question-là, et donc tout ceci est sur Pronote. Et ce texte, dans ce texte-là, Foucault disait que le discours, ce n'était pas seulement ce par quoi on prenait le pouvoir, c'était le pouvoir lui-même. C'est un peu cette idée-là où je voulais vous conduire dans ce cours-là. Alors, c'est non seulement le pouvoir lui-même, mais c'est non seulement le seul moyen, enfin, c'est la seule forme que peut prendre le pouvoir. C'est comme si on était condamné parce que la politique était le domaine des passions. Bon, voilà. Bon, on va s'arrêter là pour cette histoire de discours. Hein. Et on va attaquer la deuxième notion. Bon, je vous ai donné un texte ici. Oui, alors, j'ai discuté avec votre professeur de français, Madame Ayot, c'est ça? C'est son nom, voilà, comme je connais son prénom, mais le nom, je n'étais pas très, très sûr. Et alors, j'avais mentionné la possibilité de faire le texte de Montaigne sur, vous savez, le bon sauvage. Est-ce que certains d'entre vous ont fait ce texte? Les cannibales de Montaigne, tous ces machins trucs. Ça vous dit rien? Non. Bon, parce qu'apparemment, il y a une partie de la classe qui l'a déjà traité à fond en lettres. Bon, c'est un texte battu, rebattu, revu, revu, donc peut-être qu'on le refera plus tard alors si vous ne l'avez pas fait, mais je suis parti du préjugé faux apparemment selon lequel vous l'aviez fait. Je me suis dit que j'allais vous donner un texte en écho. Donc l'idée principale que l'on retrouve chez Montaigne et qui a été reprise après de manière beaucoup plus contemporaine par l'ethnologie, c'est que, eh bien,
quand l'homme blanc arrive en Amérique, il a face à lui le sauvage, et ce sauvage, bien sûr, est mythifié chez Montaigne. Il prend la forme de ce qu'on appelle le bon sauvage, c'est-à-dire l'homme proche de la nature, mais qui n'est pas pour autant quelqu'un de barbare, quelqu'un de mauvais. Et donc, il faut faire attention de ne pas regarder ce, entre guillemets, sauvage comme étant quelqu'un de fondamentalement et foncièrement, justement, sauvage. Mais bon, du coup, on va faire les choses à l'envers, hein, en quelque sorte. Je vous ai d'abord donné un texte contemporain, je vous donnerai le texte de la philosophie moderne la prochaine fois. Donc ici, c'est un texte, bon, j'ai mis une citation de Frantz Fanon au début, mais le texte est d'un philosophe martiniquais qui s'appelle Édouard Glissant, dans un livre, alors c'est un philosophe et aussi homme de lettres, qui s'appelle Édouard Glissant, dans un livre, un très très gros livre, qui s'appelle Le Discours entier. C'est un livre assez difficile à lire pour les non-philosophes, ou pour les non-initiés à la littérature, j'imagine. Mais le texte que je vous ai choisi était relativement simple à comprendre. Et pour vous situer le contexte, en fait, parce que est-ce que vous connaissez Frantz Fanon? Alors ça, c'est quelque chose d'assez terrible. Et il faut savoir qu'il y a 3 ou 4 ans, au concours d'entrée d'école normale, ils ont mis au programme Aimé Césaire. Et je ne sais pas s'ils ont mis Frantz Fanon. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont mis Aimé Césaire. Et en fait, Frantz Fanon, vous savez qui est Aimé Césaire? Non plus. Ok. Donc, Aimé Césaire a été le maire de Fort-de-France pendant plusieurs décennies. Et alors, en dépit de ce qu'il a fait, c'est une figure de l'anticolonialisme. Vous savez ce que c'est que le colonialisme? C'est bon, là, je ne peux pas vous expliquer, sinon... Là, c'est une figure de l'anticolonialisme. Il a notamment écrit un texte hyper connu qui s'appelle Le Discours sur le colonialisme. À la base, je voulais vous donner un texte d'Aimé Césaire. Seulement, j'ai relu, en fait, je ne vais pas vous mentir, je l'ai relu hier, Le Discours sur le colonialisme. Et même s'il y a beaucoup de choses très intéressantes dedans, il y avait des allusions à des moments historiques trop précis qui peut-être vous auraient empêché de comprendre la portée universelle du discours. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai préféré ne pas le mettre. Donc Césaire, c'est un de ces auteurs martiniquais qui discute de la situation coloniale des Outre-mer. Et il s'inscrit dans une tradition que l'on retrouve notamment chez Frantz Fanon et chez Édouard Glissant. Alors Fanon, c'est un cas un petit peu particulier, puisque c'est quelqu'un qui a combattu pour les forces françaises libres pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il a combattu auprès du général de Gaulle. Et après, il a été désillusionné par la France. Et comme il était psychiatre, il a été envoyé à Alger, qui à l'époque était un département d'outre-mer. Vous savez que l'Algérie était colonisée. Il a été envoyé à Alger pour diriger l'hôpital psychiatrique d'Alger. Donc il était directeur de l'hôpital psychiatrique d'Alger. Et là-bas, il a vu comment les colons traitaient les colonisés. Et il a fini par s'engager au FLN. Et il est mort d'une leucémie foudroyante quelques mois ou quelques semaines avant l'indépendance de l'Algérie. Et c'est un cas particulier parce que c'est peut-être un des seuls philosophes qui s'est vraiment engagé politiquement, je vais vous dire presque militairement, dans la cause qu'il défendait. Et Glissant, bon, c'est un grand homme de l'aide martiniquais qui est mort il n'y a pas très longtemps, mais qui est aussi engagé dans la lutte anticoloniale. Donc il y a toute une littérature comme ça. Il faut savoir que ces auteurs-là, notamment Césaire et Fanon, sont très 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 connus dans le monde entier. Et ils sont très très méconnus en France. Je vous laisse deviner pourquoi. Voilà, donc je vous laisse lire ce texte d'Édouard Glissant. Et vous voyez, après, j'ai posé une petite question, mais vous allez essayer d'y répondre. Alors, je vais vous laisser un peu de temps quand même. Essayez de rédiger quelque chose pour répondre à cette question. Allez, je vais vous laisser quoi 30 minutes 35 minutes 40 minutes maximum. Essayez de rédiger quelque chose. Bon, on va regarder en 30 minutes déjà ce que vous avez fait. Lisez le texte. Alors, ah oui, c'est vrai que comme vous n'avez pas eu de méthodologie, excusez-moi, je précise, quand on vous demande de lire un texte en philosophie, ça veut dire qu'il faut lire le texte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut lire le texte? Ça veut dire que vous devez le lire plusieurs fois, c'est-à-dire minimum 5 fois. Minimum. Le mieux, c'est de le lire quand même 10 fois. Et
quand vous faites une lecture, non mais vraiment j'insiste, et ça vaut pour tout, même pour les candidats au concours. Et quand vous le lisez, lisez-le de manière active. Bon, la première fois vous le lisez comme ça, mais après il faut que vous annotiez et que vous essayiez de reporter les idées centrales du texte sur un brouillon et les rattacher à des passages précis. C'est important que vous ayez une lecture active. Quand vous lisez en général, alors, en français je ne peux pas trop vous dire parce qu'en français l'exercice n'est pas du tout le même qu'en philosophie. Mais en philosophie, vous ayez une lecture active qui vous permette de faire apparaître les arguments de l'auteur. Je sais qu'en français, il faut faire apparaître les figures de style ou des choses qui sont plus de l'ordre de la forme, en quelque sorte. En philosophie, on est beaucoup plus attaché au fond, puisqu'on peut, enfin, il y a des philosophes qui écrivaient très 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 mal, et à un moment donné, alors, par exemple, Kant, on ne sait pas s'il écrivait très mal ou s'il était très mal traduit, mais en tout cas, bon, apparemment, il écrivait très mal et les traducteurs ont eu beaucoup de mal à le traduire parce qu'ils trouvaient qu'il écrivait très mal. Mais c'est pas parce que Kant écrivait très mal qu'il écrivait des choses idiotes, si vous voulez. Donc, bon, là, glissant, il se trouve que lui, il écrit très bien. Mais le problème, c'est que parfois, des philosophes qui écrivent très bien, leurs idées sont parfois moins claires, justement. Donc, ne faites pas attention à la forme, faites attention au fond. Et essayez de dégager les arguments principaux, les idées principales qui ressortent de ce texte. Voilà. Mais alors là, attendez, ça va sonner, donc je vous propose qu'on fasse une pause. Et puis, après, vous démarrerez ce travail. Est-ce que vous avez des questions ? Ça sonne dans 1 minute, là. 2 minutes. Ça va, pas trop dur de bon matin? Alors, dans notre groupe, on a pas mal de gens qui aiment bien lire, donc j'espère qu'ici aussi. Allez, qui peut lire le texte? Allez-y, mademoiselle, nous vous écoutons. Qu'est-ce qu'un événement pour nous? Un fait qui s'est produit ailleurs, sans nous, et qui retentit pourtant, pour autant, ici et en nous. Par quoi ce qui se fait dans le monde, au même degré que ce qui ne se fait pas ici, nous coupe du monde? Qu'il y ait dans nos pays un tel engouement de culture n'est pas le fait du hasard. Chacun s'y met depuis peu. On envoie de la culture, on peut discuter de la culture envoyée. On suggère qu'elle n'est peut-être pas adaptée. On décide qu'il faudrait qu'il y ait une plus grande qualité. On accommode, on critique. Ah, si un tel était plus capable, et celui-ci plus honnête, et celui-là plus amène. Mais la culture ne se donne pas, ne s'envoie pas, ne se met pas en plan. Sinon, pour une collectivité, le seul plan qui vaille, celui, quand elle n'est pas libre, de sa libération et de sa capacité de création. Pour un peuple qui ne s'exprime pas, pour un peuple mentalement asservi, il n'y a pas d'événement, il n'y a que la non-histoire, l'absence de toute décision et à toute maturation qui le concerne. Aussi bien, proposer à cette collectivité des pièces de théâtre, ou des cantiques, ou des symphonies, ou des marionnettes, ou des parties poétiques, ou proposer, à l'inverse, que ces pièces, ou ces parties, ou ces cantiques ne sont pas faits pour elles. Sous-entendu, que si vous aviez mieux choisi, alors là, ça irait. C'est tout temps. Non seulement, l'action culturelle doit être ici menée par des Antillais, mais encore doit-elle être dirigée contre un système. Sinon, l'aliénation embellit. La culture, c'est d'abord le sens acquis dans et par ce contre. Aucune élite ne peut y suffire, sinon sur le mode démagogique. Toute critique dans le système renforce le système. Cela est aussi vrai au plan culturel qu'à celui du politique. Merci. J'ai jamais entendu lire quelqu'un aussi bien, c'est incroyable. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un peut donner des éléments de réponse aux questions? Alors, vous avez vu, les questions sont très générales. Si vous regardez les annales et le sujet 0 qui a été donné pour la HLP, ce sont aussi des questions très générales. Est-ce que quelqu'un peut donner des éléments de réponse aux questions qui sont soulevées à la suite du texte? N'hésitez pas, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'avoir écrit des bêtises, vous savez, tout le monde écrit des bêtises. Lâchez-vous, n'ayez crainte de lire vos réponses. Allez-y, allez, lâchez-vous, lancez-vous. Je donne 1 point de plus à qui dit sa réponse. On est aux enchères, 2 points de plus. Ah, ok, allez-y. Allez-y, oui. La culture est inscrite sur les terres des hommes vivants et propre à chacun. Elle est gravée dans l'histoire. Malheureusement, les colonisations viennent perturber celle-ci, changeant alors son rôle principal. Le texte nous fait donc comprendre qu'une terre colonisée avec une culture va être discutée. En d'autres termes, les colonisateurs se serviront de cette nouvelle culture du coup.
étrangers aux autres qu'ils ont découverts, dans le but de créer une culture à leur propre goût. De ce fait, l'homme colonisé n'a pas d'autre choix que de continuer ses traditions malgré les différents changements et critiques permanentes à cause des colonisateurs qui ne cessera de changer, puisque toute critique dans le système renforce le système. Le système dirige, les entiers obéissent, la culture n'est plus libre. Ok. Très bien. Alors, oui, alors, très bien. Merci, mademoiselle. Donc, il y avait des. Alors, moi, c'est quand j'écoute votre réponse, je me rends compte que c'est vrai que le texte est peut-être un peu difficile. Donc, en fait, il y a des. Je pense qu'il y a des petits contresens qui sont inhérents au texte, mais on va essayer de les discuter. Inhérents à votre réponse, on va essayer de les discuter. Alors, juste, quand vous dites que. Alors, à quel moment du texte, en fait, Glissant parle de la culture du colonisé? Pas plus précis. En fait, j'ai écrit ça par rapport à qu'est-ce que l'implique pour l'homme colonisé. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc là, en fait, vous commentez, quoi, en quelque sorte. Vous n'êtes plus dans l'explication du texte lui-même, effectivement. Parce que si on reste juste au texte lui-même, si vous voulez, la culture de l'homme colonisé, je ne crois pas, après, parce que je n'ai pas bien compris non plus, mais je ne crois pas qu'il soit question de la particulièrement, enfin, si, il est question de la culture de l'homme colonisé, mais la culture dont il est fait mention ici, c'est plutôt la culture du colonisateur. Hein, je crois, puisque ça, vous l'avez plus ou moins compris. Bon, en fait, ce que vous avez bien soulevé, c'est qu'effectivement, l'homme colonisé ne parvient pas à développer sa propre culture. C'est vrai que c'est une idée qui est centrale dans le texte, mais ça va même encore plus loin, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme colonisé n'arrive pas à développer sa propre culture de manière encore plus radicale? Oui. Oui, et donc, lui, c'est quoi sa culture, finalement? Ben, si on lui impose une culture qui n'est pas la sienne, sa culture à lui, c'est laquelle? Comment? Celle qu'on lui a imposée. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'a pas de culture, en fait. C'est ça l'idée finale, c'est que le colonisé n'a pas de culture. Il est complètement acculturé. Bon, alors le mot utilisé ici est le mot aliénation. Il est acculturé. Ok, donc bon, ça c'est vraiment l'idée principale, l'idée centrale. Mais alors, moi, je vous pose la question, le texte commence en disant, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un événement? On va essayer de voir pourquoi, comment, après tout ça, parce que après tout, ça pourrait être tout à fait faux, ce que dit Glissant. Donc, il faut qu'on voit les arguments qui sont mobilisés pour justement justifier le fait que le colonisé est acculturé. Donc, il commence en disant, qu'est-ce qu'un événement pour nous? Et donc, je vous pose la question. Donc là, qu'est-ce qu'un événement pour nous? Et puis la réponse à cette question arrive à la fin du paragraphe 2, si je ne m'abuse. Pour un peuple qui ne s'exprime pas, un peuple qui est mentalement asservi, il n'y a pas d'événement. Il n'y a que de la non-histoire. Donc pourquoi pourquoi mettre comme ça ici en parallèle ces questions culturelles avec ces questions historiques et la question de l'événement? Honnêtement, c'est difficile pour vous parce que en fait, il y a beaucoup ici d'allusions à une littérature implicite que je pense que vous ne connaissez pas. Mais je vais rendre conscient ce qui est inconscient ou inconnu. Bon, pourquoi est-ce que Glissant parle d'événement, à votre avis? Pourquoi parler d'événement? Quel est le sens du mot événement ici? Il n'y a pas de piège. C'est quoi un événement? Oui, mademoiselle? Voilà, c'est quelque chose qui s'est passé dans le monde. Et donc, comment est-ce qu'on mettrait en relation le fait qu'il... Pourquoi ici, Glissant parlerait d'un événement? Pourquoi il demanderait qu'est-ce que c'est qu'un événement pour nous? Alors, quand il dit pour nous, bien sûr, vous comprenez, c'est pour nous coloniser. Oui? Parce qu'il peut parler de la façon dont les événements qui soient justement dans leur pays ou dans les pays colonisateurs influencent leur culture à eux. C'est ça, et ça va encore plus loin. C'est-à-dire que comment se constituent les événements? C'est peut-être pas. Comment se constituent les événements? Oui? Par rapport à l'histoire. Donc, enfin, les événements, oui. Par rapport à l'importance qu'on leur donne. Et aussi, donc c'est les deux à la fois, c'est par rapport à l'importance qu'on leur donne et par rapport à l'histoire. Alors,
là, c'est difficile peut-être pour vous de le voir, mais je suis quasiment certain, ou alors s'il ne l'a pas lu, c'est que, enfin, ils sont vraiment sur le même ordre d'idée. Ici, Glissant utilise vraiment quasiment mot pour mot le vocabulaire qui est employé par un philosophe très très connu de l'histoire qui s'appelle Paul Venn, qui a écrit un livre très très connu en philosophie de l'histoire aussi qui s'appelle Comment on écrit l'histoire. Et c'est là que je voulais vous amener, parce que c'est clairement de ça dont il est question ici. En fait, Paul Venn se demande comment l'histoire est écrite. Bon, jusque-là, rien de bien compliqué. Et alors, Paul Venn considère que l'histoire, elle est constituée de quoi, je vous le donne en mille, d'événements, au tel point qu'il explique que les histoires qui sont racontées dans les livres d'histoire, mais les histoires en général, suivent un canevas qui est articulé, donc le canevas, tout le monde voit ce que c'est le fait que les choses soient entrelacées. Canevas qui est articulé autour d'un champ événementiel. Le mot événement qui revient. Un champ événementiel, c'est-à-dire un champ d'événements qui se produisent. Et donc l'idée de Venn, c'est que quand on écrit une histoire, on l'écrit autour d'événements. Par exemple, je ne sais pas, on pourrait vous raconter l'histoire de la guerre de 14-18, et pour ce faire, on sélectionnerait un certain nombre d'événements qui semblent pertinents pour raconter l'histoire. Donc ces événements, je ne sais pas, l'assassinat de Franz Ferdinand par exemple, puis ensuite, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi, hein, la bataille de la Marne, l'arrivée des Alliés, la défaite des Allemands et le traité de Versailles par exemple. Il faut bien comprendre que quand on crée un champ événementiel, on sélectionne des événements et on discrimine des événements, on en écarte d'autres. On écarte des événements. Par exemple, si on devait vous raconter la Seconde Guerre mondiale, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, donc on pourrait prendre des événements marquants, la prise de pouvoir d'Hitler, l'invasion de la Pologne, la déclaration de la guerre de la France, l'Holocauste, etc., etc. Et par exemple, on ne vous parlera pas du fait que, je ne sais pas, je dis ça par hasard, qu'un certain nombre de très grandes entreprises ont gagné beaucoup d'argent en travaillant, en collaborant, on peut le dire, avec les Allemands. Ça, on n'en parle pas, ce sont des événements qui sont écartés de l'histoire. Donc l'idée, c'est que les événements, dans ce cadre-là, s'inscrivent toujours dans une histoire, et une histoire au sens vraiment où il faut l'entendre. Hein. C'est-à-dire que quand on parle d'histoire, on raconte des histoires. On raconte une histoire. Et cette histoire, elle n'est jamais exhaustive, elle n'est jamais complète, elle n'est jamais parfaite. Elle discrimine un certain nombre d'événements parce que, de toute façon, il est impossible de raconter une histoire qui soit une histoire complètement totale, complète. Voilà. Alors, maintenant, pour revenir au texte lui-même, du coup, pourquoi Glissant dit que, voilà, donc à la fin du paragraphe 2, que pour un peuple qui ne s'exprime pas, pour un peuple mentalement asservi, il n'y a pas d'événement, il n'y a que de la non-histoire, l'absence de toute décision, toute maturation qui le concerne. Pourquoi est-ce que Glissant dit que pour un peuple asservi, il n'y a pas d'événement ? Pas si clair, ça. Pourquoi alors le peuple asservi, c'est le peuple colonisé aussi. Pourquoi il n'y aurait pas d'événement pour le peuple asservi ? Bon, allez-y. Parce que puisque c'est pas eux qui prennent les décisions, c'est pas eux qui peuvent se faire influencer par tel ou tel événement. Et du coup, les événements glissent dans l'oubli étant donné qu'ils n'ont pas d'impact. Alors, c'est vrai qu'il y a ça, c'est-à-dire qu'il y a le caractère anecdotique de ce qui peut sembler important pour le coloniser, mais ça va plus loin encore. Essayez de vous demander quelle est l'histoire du colonisé, finalement. C'est quoi l'histoire du colonisé ? Et c'est quoi, alors, l'histoire du colonisé, en particulier ici, du colonisé antillais ? Quelle est l'histoire du colonisé antillais ? Comment est-ce que vous connaissez un peu l'histoire des Antilles, peut-être ? J'imagine quand même. Là, c'est très très basique. Vous voyez où c'est les Antilles ? C'est où ? Ok. Oui ? Oui, c'est à côté de l'Amérique, c'est dans la mer des Caraïbes en fait. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé au 16e, surtout 17e siècle, 18e siècle aux Antilles ? C'est un fait très très marquant, historique, économique. Comment ? Plaît-il ? Parlez plus fort, allez-y. Qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, le fait historique marquant de l'époque. Oui ?
oui, alors la découverte de l'Amérique, c'est sûr, ça c'est la fin du XVe siècle, mais à partir du XVIe et surtout du XVIIe siècle, allez, je vous mets sur la voie avec Louis XIV Colbert, oui. On leur disait créer et produire des richesses, enfin, on leur disait produire des produits agricoles qu'après ils amenaient Donc ce que disent les camarades, c'est qu'on faisait produire aux gens qui étaient là-bas oui, des denrées agricoles qu'on ramenait en France. Mais qui étaient qui travaillait dans les champs de canne à sucre en l'occurrence? Oui, monsieur? Des esclaves, tu l'as dit. Donc effectivement, en fait, le fait historique marquant de l'époque, c'est la traite négrière, c'est l'esclavage. Vous avez jamais entendu parler de ça? Vous voyez, ça c'est la preuve qu'on vit bien dans un état colonial. C'est-à-dire que bon, vous n'êtes pas sans savoir que au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, et même au XIXe siècle en fait, enfin, jusqu'en 1848, les Européens débarquent en Afrique, sèment un petit peu la zizanie là-bas pour faire en sorte que les Africains guerroient entre eux pour qu'ils leur fournissent des prisonniers de guerre, enfin, c'est ce que raconte Schellcher en tout cas, et ces prisonniers de guerre sont balancés dans des bateaux qui sont envoyés aux Antilles pour servir en tant qu'esclaves dans des plantations. Voilà. Et donc les populations autochtones, elles n'étaient pas noires, elles n'étaient pas africaines aux Antilles, elles n'étaient pas blanches non plus, elles étaient amérindiennes. Bon, alors les Amérindiens ont été massacrés, bien sûr. Bon, passons cette anecdote historique, on va dire. Et après ce massacre opéré, on a ramené des Africains pour bosser pour les Européens. Bon, alors la question qui se pose maintenant, c'est que bon, ça c'est arrivé, puis l'esclavage est aboli. Bon, il est aboli en Guadeloupe en 1793 pendant la Révolution française. Il n'est pas aboli en Martinique parce que la Martinique est sous la protection de la couronne d'Angleterre. Il est aboli de manière générale en 1848 pour tous les départements dits d'outre-mer aujourd'hui français. Donc tous les territoires coloniaux. Bon, mais la question qu'on peut se poser maintenant, bon, de facto, les Africains ont participé à cette histoire de l'esclavage. Bon. Mais pourquoi alors Glissant viendrait dire que c'est comme si les colonisés, donc les descendants des esclaves, étaient exclus de l'histoire? Pourquoi seraient-ils exclus de l'histoire? Qu'est-ce qui ferait qu'il n'y aurait rien, en fait, que l'histoire, finalement, s'ils sont exclus de l'histoire, ça veut dire que l'histoire, finalement, ne parle pas d'eux, hein, en quelque sorte. Oui? Parce que pendant cette période d'esclavage, comme on se servait d'eux, on leur a enlevé l'identité et la culture de l'endroit d'origine. Alors déjà, il y a effectivement cette dimension-là qui est très importante, c'est qu'effectivement, comme ils ne servaient qu'esclaves, on leur a retiré leur culture, le mot est utilisé en texte, on les a quoi? On les a aliénés. On les a aliénés. Donc il faut bien comprendre que quand on parle d'aliénation, aliénation, c'est transparent, c'est rendre étranger à soi-même. Pour vous en souvenir, rappelez-vous du mot anglais, alien qui veut dire étranger. Ça ne veut pas dire extraterrestre, désolé de vous décevoir. Donc l'aliénation, on les a aliénés, alors on les a déshumanisés bien sûr, mais aussi aliénés. Et quel était peut-être le principal vecteur de l'aliénation pendant l'esclavage? C'était, c'est bon, c'est le C, le cri, le christianisme. C'est ça, c'est le christianisme. C'est-à-dire qu'on a commencé à christianiser ces gens-là pour leur retirer, leur ôter toute leur histoire et fabriquer des chrétiens bien serviles. Vous avez vu le film Casse-Départ? Non. C'est l'histoire de deux Antillais qui vivent en France et qui leur tante leur jette un sort et ils se retrouvent balancés en période d'esclavage. En fait, c'est assez amusant. Et bref. Ok, donc ils sont aliénés, d'accord. Mais vous allez voir, ça va encore plus loin que ça. C'est-à-dire que, bon, du coup, donc, comme ils sont christianisés, aliénés, ils sont comme ça, en quelque sorte, il est fait en sorte qu'ils fassent partie d'une communauté qui n'est pas leur communauté de base, qui n'est pas leur communauté fondamentale, donc qui n'est pas leur communauté culturelle, historique, si vous voulez. Donc on les arrache à leur histoire pour les incorporer dans une nouvelle histoire. Mais ça va encore plus loin que ça. Est-ce que... Voilà, je pense que vous ne pouvez pas savoir. Est-ce que vous avez une idée de la manière dont est racontée l'histoire de l'abolition de l'esclavage? Ou pas?
peut-être que vous n'avez pas d'idée. Alors, en fait, c'est important de comprendre ça pour bien situer le texte aussi et comprendre toute la dimension. Parce qu'il y a des problèmes philosophiques dans ce texte. Il y a des problèmes sur la question de l'histoire, des problèmes sur la question de la culture, des problèmes sur la question de l'alter ego de l'autre, d'autrui. Des problèmes sur la question de l'humanité, de ce que c'est qu'un être humain. En fait, il y a des études qui ont été publiées là-dessus d'ailleurs. L'histoire telle qu'elle est racontée dans les manuels d'histoire, je ne vous raconte pas l'histoire telle qu'elle est racontée par les historiens, parce que celle-là, il n'y a pas grand monde qui la lit à part les historiens eux-mêmes, malheureusement. Mais l'histoire telle qu'elle est racontée dans les manuels d'histoire de l'abolition de l'esclavage, c'est présenté comme quelque chose qui vient d'où? D'où vient l'abolition de l'esclavage? Qui décide de l'abolition de l'esclavage? Oui? Les colonisateurs eux-mêmes. Donc qui obtient les lauriers de l'abolition de l'esclavage? Les colonisateurs. Donc la gloire de l'abolition de l'esclavage, elle vient des colonisateurs eux-mêmes. Vous ne le savez peut-être pas. Mais quand on abolit l'esclavage, donc en Martinique, et pour la deuxième fois en Guadeloupe, parce qu'en fait il a été rétabli par Napoléon Ier, parce que sa femme était martiniquaise, Joséphine, bref. Quand on abolit la seconde fois en 1848 l'esclavage aux Antilles, l'État français commande des tableaux censés représenter l'abolition de l'esclavage. Ces tableaux ont été faits par un peintre qui s'appelle Baudiard, et c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans, à Orsay d'ailleurs, il y avait eu une rétrospective qui s'appelait, je crois, le noir ou l'africain dans la peinture. C'est une très très belle rétrospective à Orsay. Et certains de ces tableaux de Baudiard étaient présentés, dont un très connu qui s'appelle L'abolition de l'esclavage. Sur ce tableau, on voit, alors là je ne peux pas vous le projeter avec le Mac, mais bon, je vous donne une idée, et peut-être que je le mettrai sur Pronote d'ailleurs. On voit à gauche du tableau le colon français qui se tient bien droit, donc qui arrive avec ses valeurs républicaines, le drapeau bleu, blanc, rouge, et les esclaves face à lui qui s'agenouillent, qui l'acclament, qui l'embrassent même, parce que merci mon ami blanc d'être venu, moi pauvre noir, m'offrir ma liberté. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'est représentée systématiquement l'abolition de l'esclavage. En fait, c'est le blanc qui vient avec sa lumière, son savoir, ses valeurs, ses valeurs républicaines, ses valeurs de liberté, libérer le noir qui bien sûr est incapable de se libérer lui-même. Bon. Et donc là encore, on est dans un processus d'aliénation, puisque c'est comme si sa liberté, l'esclave la devait à celui qui l'a asservi pendant environ 3 siècles. Donc là, ça pose quand même des questions. Et à côté de cela, on ne raconte pas toutes les modalités précisément de cette abolition de l'esclavage. Il faut quand même savoir qu'il y a un contexte historique et économique très particulier au XIXe siècle qui peut être une des causes de l'abolition de l'esclavage. Et quel est ce contexte particulier? Aucune idée? Qu'est-ce qui se passe de très important au XIXe siècle? Ça commence au XVIIIe siècle, ça se passe au XIXe siècle. On est encore dedans, en fait. On est encore aujourd'hui dans les conséquences de ce qui s'est passé. Il y a une révolution très importante au XVIIIe siècle. C'est quoi? Oui, non, mais une révolution plus importante que la Révolution française. La révolution industrielle. Et peut-être même que la Révolution française, c'est une des conséquences de la révolution industrielle. Et en fait, et je dirais un dernier mot là-dessus, et malheureusement on devra se quitter, heureusement pour vous peut-être, eh bien la révolution industrielle, elle transforme les modes de production, elle rend l'agriculture improductive, enfin moins productive que l'industrie. Et donc ce qui s'est produit concrètement, c'est que quand on a aboli l'esclavage, on a dédommagé les propriétaires d'esclaves parce qu'ils avaient perdu leur troupeau, entre guillemets, d'esclaves, et ils ont pu embaucher ces mêmes esclaves dans des usines, en les payant à coups de lance-pierre, pour continuer à, si vous voulez, assurer la pérennité de ce système post-esclavagiste. Voilà. Mais bon, malheureusement, on est resté à la surface du texte. On en parlera la prochaine fois.